Je suis dans Charlevoix, côté fleuve, où je vais découvrir le sentier de la forêt marine situé dans le domaine bioclimatique de la Sapinière à Bouleau-Jaune. À la suite d'un tremblement de terre en 1663, un glissement de terrain a radicalement changé la topographie du terrain. Le parcours mène à plusieurs points de vue sur le fleuve, l'île aux Coudres et la rive sud. Grand territoire à parcourir qu'est Charlevoix et aujourd'hui, on jase longue randonnée. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. À seulement 1 heure à l'est de Québec, Charlevoix vous ouvre ses bras et vous enveloppe de ses paysages forgés par un impact météorique il y a 400 millions d'années. On y ressent une énergie particulière partout à Petite-Rivière-Saint-François, à Baie-Sainte-Catherine, en passant par les municipalités nichées dans les secteurs des montagnes. 500 km de sentiers de randonnée pédestre vous attendent en plus de toutes les autres activités plein air que vous pouvez imaginer. Sur son territoire, 2 parcs nationaux CEPAC et 2 montagnes 4 saisons. Charlevoix, l'attraction terrestre. Jeune aventurière des bois, assumée, Karine a cette capacité de croire que tout est possible. Passionnée par la biodiversité et la flore, elle vibre juste à l'idée de partir en longue randonnée. Backpack sur le dos et appareil photo à la main. Au fil des ans, elle a développé son expérience en partant à l'aventure majoritairement seule, en camping ou en refuge pour plusieurs jours. D'ailleurs, elle encourage particulièrement les femmes à être autonomes et courageuses par le biais de ses récits inspirants. Je suis impatient d'aller la rejoindre. Hey, l'aventurière des bois! Alexis! Ça va? Ça va bien, toi? Ah ouais, content de te retrouver Bien, ici. pareillement. C'est la première fois que tu viens ici au Sentier de la Forêt Marine. C'est ma première fois, puis à date, avec la petite rivière, je suis vraiment pas déçue. Oui, c'est vrai, 50 mètres à peine, c'est de toute beauté déjà. D'ailleurs, je vous détaille le sentier d'aujourd'hui. Le Sentier de la Forêt Marine a une longueur de 4 km et d'une durée de 3 heures, d'une altitude de 311 mètres, un niveau intermédiaire et le sentier est linéaire. Karine, ça fait déjà longtemps que tu tripes rando. Ça a commencé comment? Bien, en fait, j'ai toujours eu cette fibre-là en moi. Par contre, j'ai pas eu la chance, étant jeune, nécessairement de pratiquer ça avec mon entourage. Et il y a quelques années, j'ai renoué avec une de mes amies du secondaire. Puis, dans le fond, elle en faisait. Elle m'a apporté avec elle, puis c'est là que ça a commencé. J'ai vraiment eu la piqûre. Puis depuis, je pense qu'il n'y a pas une semaine que j'en ai pas fait. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Bien, c'est le dépassement de soi, simplement. Le défi physique, le fait d'être dans la nature, de se dépasser après chaque randonnée, mais aussi de connecter avec un environnement autre que le train-train quotidien. Là, ça me parle. T'en faisais avec ton ami, mais je vois que t'es souvent seule en sentier quand même. Oui, bien, c'est venu un peu par défaut, en fait, parce que j'ai pas nécessairement un grand cercle d'amis. C'est bien correct comme ça. Mais ça fait en sorte que des fois, je veux partir à l'aventure, puis j'avais pas personne pour m'accompagner. Fait qu'à un moment donné, j'ai développé mon courage, comme on dit. Ouais. J'ai décidé d'aller tout seul, puis je pense que j'ai été récompensée de ça parce que j'ai vécu mes plus belles expériences en étant seule. Donc, t'attends après personne. Ça te demande une petite préparation supplémentaire, avertir des gens quand même de ton parcours, tout ça. Mais quand on veut quelque chose, on n'attend pas après personne, puis on fonce. Bon point. Ouais. En tout cas, nous, on n'attendra pas après personne. On va se relancer dans notre sentier tout de suite. Let's go! Let's go! À date, le sentier est vraiment génial, super bien entretenu. Ouais. J'adore qu'on longe aussi la rivière puis les points de vue sur le fleuve. Oui, ça manque pas ici d'attrait. Il y a des belvédères, chutes, barrages.
On a vu beaucoup de choses, évidemment, les points de vue sur Ouais, le même fleuve. le petit abri. Le petit abri. Alors, si vous venez en famille, n'oubliez pas votre pique-nique. Ah oui! On vient de passer le quart du parcours et là, on arrive à la montée des 289 marches qu'on a tant entendu parler. Karine, est-ce que tu es prête à attaquer ça? Let's go! On y va, All là. right, on y va. Alors, on vient de terminer les 289 marches, quand même un bon exercice. Et là, on a une superbe vue sur le fleuve et même sur le musée maritime. On a une petite carte ici qui explique où on est rendu. On est dans un abri qui fait face au sud. Alors, on est ici, on a à peu près 1,3 km de réaliser. Et là, on va continuer jusqu'à la route 362, qui est la sortie du sentier. Alors, on a encore un petit bout à faire. On continue. Let's go! Tiens, je vais juste arrêter ici, Karine. Est-ce que tu savais que l'île aux Coudres, géologiquement, fait partie de la rive sud parce que c'est deux plaques tectoniques. Donc, un côté, c'est les Appalaches et de ce côté-ci, le bouclier canadien. Et géologiquement, c'est vraiment du côté des Appalaches. Et on appelle l'île aux Coudres parce qu'il y a beaucoup de coudriers noisetiers, qui est un arbre. Et on en retrouve d'ailleurs beaucoup aussi de ce côté-ci de la rive. Oui, puis d'ailleurs, on peut apercevoir le musée maritime où on est parti ce matin. Oui, très beau. Conseil du physio aujourd'hui pour les randonneurs qui prennent une pause de quelques semaines, voire quelques mois. Oui, exactement. Profitons de cette période-là où les gens ne font plus leur sport, leur activité, soit la randonnée, pour pouvoir se préparer physiquement plus adéquatement finalement à leur reprise. Donc, d'aller faire beaucoup de renforcement, beaucoup de musculation au niveau du bas du corps. On sait que c'est très difficile musculairement. La montée, la descente, ça demande beaucoup d'efforts au niveau de nos muscles. Profitons-en pour développer ça. Et ensuite, évidemment, développer notre capacité cardiovasculaire. Donc, le fameux cardio, aller faire beaucoup de vélo stationnaire, de marche, d'aller mettre une inclinaison sur le tapis roulant peut être une bonne façon d'aller simuler des conditions de randonnée pour les gens justement qui veulent mieux se préparer physiquement pour ça. Ensuite, évidemment, la planification. Planifier nos prochaines sorties, même si dans plusieurs mois, regardez c'est quoi le dénivelé moyen, c'est quoi le type de terrain qu'il va avoir à ce temps-là de l'année, durant cette saison-là, et évidemment la température pour pouvoir avoir le bon équipement avec vous. Donc, cette période d'arrêt, c'est le moment de prendre en charge nos blessures. Évidemment, c'est le meilleur moment pour n'importe qui de prendre complètement soin de sa blessure. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de gérer une blessure lorsque la personne est en arrêt complet et qu'on peut contrôler toutes les différentes variantes que la personne va avoir à gérer durant sa vie, durant son quotidien. Donc, gérer vos blessures complètement durant cette période-là d'arrêt, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et pour les gens qui en font durant toute l'année, dans toutes les saisons, bien évidemment, je leur suggère d'adapter leur équipement et leur technique aux différentes températures et types de sol. Donc, durant l'automne, il va y avoir des feuilles mouillées au sol, il peut y avoir aussi des fois des sentiers plus boueux. Donc, important d'aller chercher des souliers avec une meilleure adhérence, des crampons souvent un petit peu plus, température plus froide en hiver. Important aussi d'adapter son équipement, évidemment. Et en plus, sa technique. Bon, on va y aller un petit peu plus doucement quand c'est plus glissant et on peut même descendre un peu plus de côté, augmenter notre friction au sol pour prévenir évidemment le risque de blessure. En terminant, Alexis, j'aimerais rappeler aux gens que dès qu'ils ont une douleur, une petite blessure qui persiste un peu, quelques jours, voire une semaine, venez consulter un physiothérapeute le plus rapidement possible pour pouvoir retourner sur les sentiers sans douleur, évidemment.
fait quelques longs treks, Karine. Oui, entre autres, j'ai fait plusieurs fois la traversée de Charlevoix, le sentier des Caps, le sentier Le Fjord, la traversée des Monts-Valin, bref, plein d'autres. Ça demande quand même une bonne préparation. Quand tu pars comme ça plusieurs jours sur le sentier, en autonomie, parfois avec des endroits où il y a des ravitaillements. Comment tu te prépares? Ça demande une bonne planification. Ah oui, et puis dans le fond, il y a plusieurs sortes de préparation. Je dirais que premièrement, il y a la préparation physique. Hein. C'est important de s'entraîner avant, mettre une charge sur notre dos pour se pratiquer, comme si on avait un backpack. Aussi la préparation mentale, parce que faire un long sentier, non seulement il faut avoir une certaine forme physique, mais ça se passe aussi entre les deux oreilles. Fait qu'il faut vraiment être prêt mentalement à toutes les épreuves qui pourraient arriver. Mais il y a aussi l'aspect financier d'un long sentier comme ça, la gestion des ravitaillements, comme tu as mentionné. Oui, parce que quand tu pars comme ça, exemple 45 jours, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de revenu pendant ce temps-là, donc ça demande des économies additionnelles. Exactement. Tu parlais du mental. Comment tu te prépares pour le mental? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, la préparation mentale, c'est différent pour chaque personne, mais je pense que d'aller sur le sentier, d'en faire de la randonnée, c'est la meilleure préparation qui soit, parce qu'à ce moment-là, bien, on peut prévoir l'imprévu, on sait à quoi s'attendre. Puis aussi lire sur le sujet, être bien informé, ça l'aide aussi à être prêt mentalement. Qu'est-ce que tu suggères aux gens qui commencent et qui voudraient éventuellement faire de la longue randonnée? On commence par une randonnée d'une bonne grosse journée et on augmente graduellement? Bien, si on parle de longue randonnée, évidemment, il faut y aller graduellement. C'est une nuit pour commencer, accompagné idéalement. Une fois qu'on est plus en confiance, là, à ce moment-là, on peut y aller avec 2 nuits, 3 nuits, jusqu'à y aller toute seule si jamais c'est un objectif qu'on a là. Génial, merci. Des bons conseils. Ça fait plaisir. Oh, Karine, tu nous as préparé une petite bouffe? Yes, on se fait des tacos. Oh! Ça, c'est le fun. C'est de la bouffe liée. Ça, j'imagine que tu en transportes pas mal en longue randonnée. Oui, bien oui, parce que c'est facile, c'est nutritif, il y a des protéines là-dedans. C'est ça. L'avantage, c'est que c'est très léger. La bouffe lyophilisée, en réalité, c'est un procédé où on déshydrate, mais c'est un procédé industriel, donc très difficile de reproduire à la maison. Mais on peut le faire en déshydratation à la maison. Ça, c'est possible. Exactement. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais maintenant pour mes longues randonnées. Grand avantage aussi, c'est qu'on ajoute l'eau uniquement. Ça va cuire dans le sac, donc la cuisson se fait lorsqu'il est fermé. Exactement. On a juste besoin de mettre l'eau brassée, puis comme tu as dit... C'est pas très long. Non, exactement. Quelques minutes à peine. Génial. Pendant que ça cuit, tu m'avais apporté des exemples de ce que tu fais justement. Oui. J'aimerais savoir ça. Bien, premièrement, ici, on a une lasagne maison, la lasagne, la sauce de ma mère qui a été déshydratée à la maison. Tout le monde peut faire ça, ça prend pas nécessairement de machine. Puis ici, j'ai un quinoa goberge. Fait qu'encore une fois, c'est une bonne façon de manger santé puis de manger comme on veut sur le sentier. Wow! Bien, premièrement, il faut faire cuire les aliments qui doivent être cuits, incluant les pâtes et le quinoa, parce que sinon, ça va demander une trop longue cuisson sur le sentier. Donc, c'est pré-cuit? Exactement. On pré-cuit les aliments qu'il faut pré-cuire. Ensuite, on envoie ça dans le déshydrateur. Ça peut prendre de 7 à 20 heures et après, c'est prêt. Il faut juste l'emballer. OK. Et là, tu vas emballer ça sous vide dans des petits sacs? Bien, emballer sous vide comme ça permet, entre autres, de garder la fraîcheur plus longtemps, mais aussi que ça prenne moins de place dans le sac, là, c'est ça. Ce qui est très important en longue randonnée, effectivement. Oui, vraiment, là. Se préparer et prévoir, c'est le premier des 7 principes sans trace. Une planification adéquate et une bonne préparation aideront le randonneur qui prévoit s'aventurer dans des zones sauvages. Souvent, ce sont les repas qui génèrent le plus de déchets. Les avantages d'une bonne planification là-dessus sont moins de déchets, sac à dos plus léger, vitesse de randonnée accrue et donc moins de fatigue, une dépendance moindre à l'égard des feux de camp pour la cuisson. Il existe plusieurs trucs pour limiter votre impact. Renseignez-vous sur les 7 principes et devenez sans trace.
Karine, il y a des grands treks partout sur le globe, sur la planète, et certains portent l'appellation GR. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, GR, ça veut dire grande randonnée. C'est une appellation qui vient de la France. C'est pour déterminer une randonnée balisée de sentiers pédestres sur plusieurs jours, donc qui inclut des nuits. Il y en a une très populaire qu'on connaît, c'est le GR20 en Corse. Ouais. Mais ici, au Québec, on est chanceux d'avoir le GRA1, qui est la première grande randonnée en Amérique du Nord. En fait, c'est le SIA, le Sentier international des Appalaches. Ouais. Ça part de Matapédia jusqu'à Cap-Gaspé, puis c'est 650 km. Ici, dans Charlevoix et particulièrement à Baie-Saint-Paul, c'est le contraste montagne avec la baie et le fleuve. Donc, il y a une tonne d'activités aquatiques qui est possible de pratiquer, comme le kayak, la planche à pagaie, le kitesurf et même la voile. Du côté montagne, évidemment, randonnée pédestre, vélo de montagne, canyoning, bref, il y en a pour tous les goûts et pour vous en mettre plein la vue. Alors aujourd'hui, on a descendu la chute en Simon, accompagné d'Alexis. On vient ici au bas de la chute et ensuite on a une petite montée d'environ 200 mètres. C'est essentiellement de la descente sur corde dans un ruisseau. On se fait arroser un tout petit peu, l'eau est fraîche. C'est complètement fou, faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Pour découvrir les dernières nouveautés plein air, trouver des conseils ou en savoir plus sur les destinations proposées par Alexis, rendez-vous sur espace.ca. Capsule équipement Racultra, on retrouve notre spécialiste Alexandre. Aujourd'hui, on va parler de boîtes cargo. Pour les boîtes cargo, comme la majorité des accessoires, à la base, ça prend les barres transversales sur le toit du véhicule. Une fois qu'on a ça, on peut installer les différents modèles de boîtes. Il y a plusieurs types de boîtes cargo? Oui, effectivement, on a 3 types de boîtes principalement. On a les boîtes carrées, ce que les gens appellent communément la boîte hamburger. On a la boîte courte et on a la boîte pleine longueur. D'autres choses qui peuvent différencier les différents modèles de boîtes aussi, on a le type de fini qui est utilisé, fini illustré, finima. On a aussi les types de plastique, les épaisseurs de plastique. On a aussi les systèmes de verrous sur les boîtes qui peuvent être plus haut de gamme, moins haut de gamme. Et un autre gros point, c'est les systèmes d'ancrage. On a des systèmes d'ancrage comme le modèle qu'on a ici qui est très rapide, donc c'est tout simplement une molette qu'on va serrer pour mettre la tension sur la barre. D'autres qui vont être un peu plus complexes, nécessitent plus de manipulation, qui vont être avec des plaques et des vis. On parle beaucoup de boîtes évidemment pour le voyage, les skis, ça a plusieurs fonctions. Les gens pensent souvent que notre grosse période, c'est l'hiver. Oui, l'hiver, on va quand même installer beaucoup de boîtes de toit pour le ski. Mais la grosse demande, c'est vraiment pour l'été, pour le bagage. Les gens ont tendance à garder des véhicules plus petits et pour maximiser l'espace, à ce moment-là, ils vont se rajouter la boîte sur le toit pour le bagage. Donc, il y a différentes capacités pour les boîtes. En grosseur, généralement, les volumes vont varier entre 11 pieds cubes et 22 pieds cubes. Il n'y a pas de limitation sur les véhicules. Tout ce qu'il faut s'assurer de respecter, c'est les capacités de charge du rack de toit. Et dans le cas des véhicules à haillons, il faut aussi faire attention pour pas que la boîte vienne interférer avec le haillon du véhicule. Donc la gamme est vaste, fourchette de prix, ça peut ressembler à quoi? La fourchette de prix est comme la gamme de produits, assez vaste. Ça va commencer aux alentours de 300 $ et on peut facilement dépasser les 1200 $ pour une boîte. Charlevoix, charme-moi. Eh bien, c'est la même chose du côté de l'hébergement. Tout au long du fleuve, de charmants petits bed and breakfast, des gîtes. C'est très simple, il y a de l'hébergement pour tous les goûts. Il ne reste qu'à vous qu'à faire vos recherches.
David, tu es responsable du développement régional pour l'organisation GAEP. C'est quoi cette organisation-là? Qu'est-ce que ça fait? GAEP, c'est un acronyme, c'est Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. On est un organisme sans but lucratif qui fait de l'éducation aux sciences naturelles et de l'initiation au plein air. Un peu partout au Québec, puis depuis quelques années dans la région de Charlevoix. Et puis le beau sentier de la forêt marine qui est en arrière de nous, c'est un des outils pour montrer, faire découvrir la biodiversité à tous les types de clientèles qui peuvent venir dans la région, que ce soit les enfants ou les plus âgés. Puis c'est aussi un bon sentier de pratique pour l'initiation à la randonnée au plein air. Donc c'est un sentier qui est garni en termes d'items, d'éléments à voir. Exact. Et puis ça sert à ce moment-là, enseigner aux enfants. Exact. Aux enfants, puis des fois, il y a des personnes les aînés aussi, qui ne sont pas toujours habitués à faire de la grande randonnée. C'est pas accessible à tous, hein, donc de le faire pour s'initier aux belles montagnes de la région. Bien, écoute, David, moi, en tant que grand, je vais aller le découvrir, ce sentier-là. On arrive ici à une jonction où on peut faire un petit détour vers le canyon, qui est une faille, 325 mètres, 650 mètres aller-retour, mais ça vaut la peine et nous, on a décidé d'y aller. Karine! 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 Hey! Alors, Karine, on arrive ici dans notre dernière portion du sentier. On sent que le couvert forestier est beaucoup plus dense. Ouais. Plus de fraîcheur, hein? Karine, c'était vraiment génial d'avoir fait cette rando-là avec toi et de découvrir ensemble. Fait que les gens vont pouvoir te suivre sur l'ensemble de tes médias sociaux pour avoir plus d'informations sur tes aventures. Exactement. Là, c'est l'heure de la douche et de la bière. Oui. On y va. Let's go. On l'a mérité. À notre belle journée, Karine. Très cool d'avoir fait ça avec toi. Tu aimais ça, le sentier? C'était génial. Ouais? Les points de vue sur le fleuve, il n'y a pas mieux. Ah, c'est vraiment spécifique, évidemment, à la région. Le fleuve qui est toujours présent. C'était vraiment bien. Écoute, je te souhaite de longues randonnées encore cette année, comme tu aimes si bien les faire. Oui, merci, pareillement. Cheers, santé. Cheers.